女はお茶会に遅れないよ。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Si vous me suivez ou me lisez depuis quelque temps, vous connaissez l'importance que j'attache à la contextualisation des affaires dont je traite. Dans bien des cas dont j'ai pu vous parler, la misère et l'abandon ont été des facteurs déterminants dans le basculement futur de criminels violents dont les symptômes évidents de problèmes psychologiques graves n'ont pas ou peu été détectés. Et s'il est une période qui vit nombre d'enfants se retrouver dans cet état d'abandon et de misère totale, ce fut bien celle de la Seconde Guerre mondiale et du chaos social absolu qu'elle engendra, laissant durablement une génération entière orpheline et désemparée. Le terrible désordre de quelques années qui succéda au conflit n'arrangea rien tant il favorisa les trafics en tout genre, mais ça je vous en ai souvent parlé. Mais s'il est un trafic dont je vous ai un peu moins parlé que les autres, c'est celui des êtres humains et des adoptions de complaisance qui pullulèrent et bien souvent alimentèrent l'industrie, le commerce et même la prostitution. C'est dans ce terreau de misère et d'inhumanité que poussa l'un des pires tueurs en série de l'après-guerre, un meurtrier violent et sans pitié qui sema la mort dans les maisons closes de Tokyo et de Hokkaido dans les années 50 et 60, parfois qualifié de Jack l'éventreur japonais, et bizarrement tombé dans l'oubli. Alors certes, les pauvres qui assassinent d'autres pauvres intéressent moins la presse et l'opinion publique que des criminels qui conceptualisent leur violence et en tirent des best-sellers. Certains voient de qui je veux parler et nous reviendrons dessus sans tarder. Mais pour l'heure, laissez-moi vous raconter l'histoire de Takahashi Masahiko, l'éventreur des maisons closes de son enfance chaotique à son exécution. Masahiko est né en 1940 à Toyohara sur l'île de Hokkaido. Les registres perdus et maintes fois retranscrits sur simples paroles ne font pas état de son jour de naissance. Ce que l'on sait de sources sûres, c'est que son père, soldat dans l'armée impériale, mourut 3 mois après sa naissance et que sa mère, âgée de 17 ans à l'époque, le vendit à un couple, les Takahashi, qui tenait une auberge dans la ville qui l'adopta pour combler un manque d'enfants. Il passa la guerre dans cet établissement interlope, carrefour de tous les trafics et bordels réputés de la région. Sa mère adoptive, Hiroko, une femme de 45 ans, était une ancienne prostituée reconvertie en mama, en tenancière donc, et une femme aimante et toute dévouée au petit Masahiko. Le père, lui, Shinichiro, un trentenaire taciturne et sujet à des crises de violence quasi quotidiennes, menait la barque et faisait en sorte que la famille ne manque de rien, gérant les trafics en tout genre et s'assurant la protection des mafias locales et des autorités militaires. Très occupé par leur établissement, il arrivait que le jeune garçon soit confié aux filles de la maison close pendant des heures pour s'occuper de lui, et il devint une espèce de mascotte, dorloté par les prostituées, mais aussi témoin de choses qu'un enfant de son âge ne devrait pas voir. En 1945, après la défaite du pays, l'heure des comptes et de l'épuration sonna et le père fut arrêté par les forces américaines d'occupation et emprisonné pour les différents trafics dont il s'était rendu coupable pendant la guerre. Se retrouvant seul pour élever son enfant, son établissement fermé sur décision administrative et tous ses biens y avoir confisqués, la mère décida de prendre le large et rentra dans sa ville natale de Hakodate pour y travailler dans l'entreprise de textile de sa sœur. Se consacrant corps et âme à son fils et à son travail, elle fit oublier ses années de guerre et de chaos au petit Masahiko qui commençait à trouver un certain équilibre et à s'intégrer dans son école et sa communauté. Depuis toutes ces années, le couple n'avait jamais parlé des origines de leur fils et de l'adoption comme il était d'usage pour tous les orphelins de guerre adoptés très jeunes. Mais voilà, d'une santé fragile et atteinte d'une maladie infectieuse contractée lors de ses années de prostitution, affection qui l'avait d'ailleurs rendu stérile, un Hiroko tomba gravement malade en avril 1947 et quitta la maison pour aller se faire soigner, laissant à nouveau le petit garçon seul et trimballé entre la maison de sa tante, très occupée par son entreprise, et celle d'une grand-mère poissonnière et alcoolique sans beaucoup d'affection pour ce bambin qu'elle savait adopter. Les semaines et les mois passèrent et le petit garçon n'eut plus de nouvelles de sa mère qu'il pensa morte.
Mais contre toute attente, Shinichiro le père fut libéré de prison en novembre 1947 et fit valoir ses droits pour récupérer son fils, avec qui il partit s'installer à Wakanai, petite ville située à l'extrémité nord de l'île de Hokkaido. De retour dans les affaires illégales, il s'installa dans une petite maison discrète mais confortable et se mit à écumer la région pour y placer des machines à sous clandestines dans les établissements de nuit, laissant le jeune garçon de 7 ans livré à lui-même. Il racontera que 4 ou 5 soirs par semaine, il rentrait de l'école seul, mangeait seul et allait se coucher seul, terrifié par les bruits de la maison. C'est à cette période qu'il commença à être frappé d'énurésie, puis, ayant du mal à gérer cette colère sourde qui grondait en lui depuis quelques mois, se mit à tirer de petits animaux avec une fronde, puis à les piéger. Dans le récit qu'il livra après son arrestation, il expliquera comment il tuait pigeons, chats et chiens de son quartier avant de les pendre à des arbres de la forêt mitoyenne, comme les mobiles qu'il voyait dans les magasins de jouets de la ville. En 1949, le père adoptif se vit confier la gérance d'une maison close à Asahikawa, une ville à l'est de Sapporo, obligeant Masahiko à quitter son école et ses amis, puis, quelques mois plus tard, déménagea à nouveau pour le petit port de Rumoi sur la côte ouest de Hokkaido pour y reprendre les rênes d'un cercle de jeux clandestin. Moqué par ses camarades de classe pour ses problèmes d'énurésie, la réputation de son père, mais aussi parce qu'il était orphelin de mère, le jeune garçon, maintenant âgé de 9 ans, détestait l'école, ne faisant plus aucune confiance aux adultes et surtout à ceux de sa famille, et commença à avoir un rapport particulier avec la gente féminine. Partiellement élevé par de jeunes prostituées qui n'hésitaient pas à le laisser en plomb pour s'occuper d'un client, parfois sous ses yeux, il avait nourri une haine sourde pour cet acte charnel dont il ne comprenait pas tout mais savait qu'il le coupait des rares moments de bonheur qu'il avait pu vivre. Lors de sa petite enfance, il avait vu son père interrompre de la sorte de grands moments de bonheur et de tendresse avec sa mère. Il arrivait fréquemment à l'homme de s'emporter une fois saoul et d'arracher le petit Masahiko au bras de sa mère pour la prendre de force devant l'enfant. En 1952, il entra péniblement au collège public de Asahikawa et se montra vite un enfant à part, taiseux, sans amis et sujet à toutes les moqueries sur son physique plutôt rond et sa famille étrange. En effet, après quelques années d'errance, Shinichiro avait enfin ouvert son propre établissement de plaisir dans la ville et s'affichait avec de nombreuses filles au vu et au su de tout le monde. À maintes reprises, il en ramena même à la maison pour quelque temps avec plus ou moins de succès, certaines essayant même de se poser comme mère de substitution avant de disparaître sans laisser d'adresse. Plutôt grand et costaud, il avait toujours été plus ou moins craint par ses camarades de classe garçons sur qui il avait souvent cogné pour résoudre ses problèmes. Mais depuis l'école primaire, il voyait les filles comme une menace car non seulement elles appartenaient à une espèce de celles qui vous trahissent, comme sa mère et les filles du bordel, mais surtout, on lui apprenait qu'il ne fallait pas taper dessus pour résoudre un conflit, concept totalement opposé à ce que son père lui apprenait et lui démontrait au quotidien. Alors, année après année, classe après classe, il développa une haine grandissante contre les filles, jeunes ou pas, et s'en éloigna consciencieusement. Ses années collège furent chaotiques et sans amis, sans amourette et sans réel intérêt pour les études. Il passait son temps à se muscler, à fumer en cachette, à boire de la bière volée aux tireuses de l'établissement de son père et à voler des couteaux de toute forme et de toute taille qu'il collectionnait et avec lesquels il lui arrivait de dépecer les animaux qu'il tuait. Le 6 mai 1954, âgé de 14 ans, après de nouvelles moqueries de ses camarades, il sentit pour la première fois une nouvelle sorte de colère monter en lui, une envie irrépressible de faire du mal à un être humain et, pourquoi pas, de lui ôter la vie. Il l'avait déjà fait à de nombreuses reprises sur des animaux et savait où frapper avec son couteau pour que la mort soit instantanée. Une nouvelle fois seul à la maison, il ne s'était pas rendu au collège, comptant demander un mot d'excuse à son père qui le lui ferait sûrement après une bonne correction. Il prit son sac à dos d'école dans lequel il mit une serviette, il s'en servait pour essuyer le sang des animaux qu'il tuait, et un petit couteau de cuisine à la lame de 7 cm, mais affûté comme un rasoir. Puis, le plus calmement du monde, il se dirigea vers son ancienne école primaire, l'école Tasei, située rue Kujodori, et discrètement entra dans l'établissement, se cachant derrière un des buissons de la cour de récréation, face au bloc des toilettes. Vers 9h du matin, Satiko, une fillette de 6 ans, élève en première année, sortit d'une des salles de classe et entra dans les toilettes pour filles. Elle entra dans la 3e à gauche et ferma la porte.
Takahashi, sans vraiment savoir pourquoi, sortit son couteau de son sac et se dirigea vers l'angle de la porte. Lorsque Sachiko ouvrit pour sortir, il donna un coup d'épaule et entra précipitamment. Il attrapa vigoureusement la fillette par le cou et y exerça une forte pression pour qu'elle ne crie pas, comme il le faisait avec les chiens qu'il avait déjà tués, puis, la maintenant contre le mur du fond des toilettes, lui enfonça la lame de son couteau dans la poitrine au niveau du cœur. Il maintint sa pression quelques minutes puis retira la lame et sa main. Il dira avoir été étonné que pas une goutte de sang ne sorte de la plaie pendant que la lame y était fichée. La fillette tomba au sol en gémissant, le regardant fixement comme pour l'implorer. Des années plus tard, il dira n'avoir jamais ressenti un tel sentiment de plénitude et de satisfaction. Puis il essuya son couteau avec la serviette qu'il avait pris et, voyant que Sachiko avait fermé les yeux, sortit discrètement du bloc sanitaire et prit le chemin de la sortie. Il croisera plusieurs élèves qui ne firent pas attention à lui, puis tourna dans la rue Kojiodori et rentra chez lui. La petite élève fut retrouvée une demi-heure plus tard par sa professeure qui s'inquiétait de ne pas la voir entrer en classe. Conduite à l'hôpital, elle sera déclarée morte à son arrivée. Soucieux de ne pas attirer l'attention des médias sur l'école et loin de penser qu'il aurait pu s'agir d'un acte criminel, l'établissement conclut à un accident causé par un chahut entre enfants après que des ciseaux à papier comportant des traces de sang aient été retrouvés par l'institutrice dans la salle de classe. La conclusion de la petite enquête fut que Sachiko avait couru pour aller aux toilettes, avait croisé un camarade qui chahutait avec des ciseaux et avait été blessé mortellement, mais par accident. Et le cas fut conclu. Il fallut attendre l'arrestation et les aveux de Takahashi pour connaître la vérité. Lors de ses différentes auditions, ce dernier avouera avoir ressenti quelque chose de très fort et très intense lors de ce premier meurtre et n'avoir pas de suite pensé aux conséquences de ses actes. Il avouera avoir ressenti pour la première fois de sa vie une excitation sexuelle au moment du meurtre et dans les semaines qui suivirent, à chaque fois qu'il repensait à la scène. Mais ce sentiment incroyable qu'il avait ressenti le quittait petit à petit et au fur et à mesure que les semaines passaient, les images s'effaçaient et il n'avait plus qu'une seule idée en tête, recommencer. C'est ce qu'il fit 5 mois plus tard, le 24 octobre 1954. Dans la maison close que tenait son père à Saikawa, certaines filles vivaient dans les chambres avec leurs enfants. C'était le cas de la serveuse du bar qui officiait aussi comme fille de joie et vivait là depuis l'ouverture de l'établissement avec sa fille Kaoru, tout juste âgée de 10 ans. Takahashi la croisait tous les jours et nourrissait à son encontre une animosité certaine, l'enviant pour la relation privilégiée qu'elle avait avec sa mère, mais aussi pour n'avoir pas de père sur les épaules tous les jours. Ce 24 octobre, il avait entendu la mère de Kaoru dire qu'elle prévoyait d'aller au cinéma Toho de la 7e rue pour aller y voir les 7 samouraïs de Kurosawa Akira, qui venaient de sortir et connaissaient un succès retentissant dans tout le pays et même au-delà. Passionné d'histoires de bataille et de combats de sabre, mais aussi curieux d'observer la petite fille hors de son milieu naturel, il entendit que la mère et la fille se rendaient à la séance de 14h30 alors, volant un peu d'argent dans la caisse du bar, il se paya un ticket pour cette séance, non sans avoir emporté avec lui un couteau d'office et une petite serviette qu'il glissa dans son sac à dos. Dans le grand cinéma, il arriva bien avant Kaoru et sa mère et s'assit au fond de la salle surplombant l'audience. Lorsqu'il est vite entré, il attendit que la lumière s'éteigne et se glissa jusqu'au rond de derrière, les observant dans la pénombre. Vers 15h, la petite fille un peu effrayée et peu intéressée dit à sa mère, passionnée elle par le film, qu'elle voulait aller aux toilettes. Cette phrase fit l'effet d'une bombe sur Takahashi qui, sentant à nouveau cette pulsion au plus profond de lui, attrapa son sac à dos et la suivit discrètement jusqu'au sanitaire. Kaoru entra dans la partie réservée aux femmes et le jeune garçon attendit que personne ne puisse le voir pour s'engouffrer dans les lieux. Elle était la seule utilisatrice et il vit la porte d'une des toilettes s'ouvrir. Alors, comme il l'avait fait 5 mois auparavant, il attrapa le couteau dans son sac, puis il poussa violemment la petite fille contre le mur, lui serra la gorge de la main gauche fermement pour qu'elle ne puisse crier et referma le verrou derrière lui. Il dira lors des auditions que le regard terrifié de Kaoru et ses cris étouffés lui causèrent une puissante excitation, au point d'en avoir un orgasme au moment où il attrapa son couteau et l'enfonça dans sa gorge. Cette fois, le sang afflua et la victime lâcha un cri d'horreur et de douleur, alors, prenant peur, Takahashi sortit la lame et la ficha à nouveau dans le cou de la malheureuse, juste sous l'oreille. Puis, calmement, il essuya sa lame et ses mains les lava au robinet des sanitaires, et partit.
La malheureuse victime, toujours en vie, mais perdant abondamment son sang, réussit à ramper en dehors des toilettes et eut le temps de dire à l'ouvreuse qui se précipita vers elle « C'est le garçon bizarre avec son pull bleu qui m'a attaqué ». Mais les secours n'eurent pas le temps d'arriver que la petite victime rendit son dernier souffle et fut déclarée morte par le médecin. Arrivé chez lui, Takahashi alluma du feu dans la cuisinière et fit chauffer de l'eau. Il avait 3 coupures à la main à force d'y serrer son couteau et son pantalon était maculé de sang, sans doute un mélange du sien et de celui de sa victime. Il retira son pantalon noir et son pull bleu, lui aussi un peu taché, et les mit à brûler dans le foyer du poêle. Puis il lava ses coupures, se fit un petit pansement et s'allongea sur son lit. Intrigué par la similitude de ces 2 morts rapprochées et du profil des victimes, la police se pencha un peu plus sur ce cas et, se basant sur les dernières paroles de la petite Kaoru, se mit à la recherche du garçon au pull bleu. Or, à cette époque, il y avait un jeune vagabond, simple d'esprit, traînant toujours autour des théâtres et des cinémas pour avoir une petite pièce. Ce garçon était éternellement vêtu du même pullover en laine bleue, sans doute offert par une dame patronnesse du quartier, et parlait souvent aux enfants avec qui il voulait jouer. De nombreux témoignages attestèrent de ces discussions entre le jeune innocent et les enfants du quartier et, très vite, il fut appréhendé et interrogé. Trouvant un petit couteau dans son barda d'infortune, il fut immédiatement accusé du meurtre de Kaoru et fortement soupçonné de celui de Satiko. Mineur et en situation de handicap mental, il ne put être jugé et fut placé dans un institut psychiatrique sécurisé pour y effectuer un séjour à durée indéterminée. Une fois de plus, le jeune meurtrier s'en sortait à bon compte et sentait à nouveau ce sentiment grisant de toute puissance. Cependant, la campagne de presse et les affiches de recherche sur les murs de la ville lui avaient causé une certaine frayeur, envisageant à nouveau la possibilité de finir sa vie derrière les barreaux. Alors, pendant les 2 années qui suivirent, il se tint tranquille, quitta l'école et travailla avec son père au bar de la maison close, y faisant le ménage et la vaisselle. À 17 ans, un événement vint bouleverser la vie de Takahashi. Il apprit par son père, ivre et en colère, qu'il avait été adopté et il lui dit que sa mère adoptive était partie pour ne plus avoir à le supporter. Lui, au plus profond de son être, savait que cette mère, même adoptive, l'avait profondément aimé et cet amour maternel, le seul qu'il ait connu, lui manquait énormément. Il était partagé entre le désir de la revoir et une certaine haine de l'avoir abandonnée. Alors, il entreprit de la retrouver et pour ce faire, contacta la tante chez laquelle il avait séjourné avant que son père ne le prenne en charge. Il apprit qu'elle résidait probablement à Sendai où elle était toujours hospitalisée, alors, en juin 1957, il vola de l'argent dans la caisse du bar et prit un billet pour se rendre là-bas, espérant bien y retrouver sa mère et une part d'humanité. Il quitta l'île de Hokkaido pour la première fois et se rendit dans le port de Sendai où il commença à faire le tour des cliniques et des hôpitaux sans vraiment de résultats. Dormant dans des auberges bon marché et mangeant peu, il finit tout de même par épuiser ses économies et, devant dormir dans la rue, fut ramassé par une patrouille de police et renvoyé dans ses pénates. Il dut affronter la colère de son père adoptif, d'une part, pour le vol de l'argent dans la caisse, mais aussi pour le retour au bercail entre 2 policiers. Car s'il était bien une catégorie professionnelle que le tenancier n'aimait pas voir dans son établissement, c'était bien eux. Contraint de rembourser la somme volée et avec intérêt, mais ne lui faisant plus aucune confiance pour le garder dans son bar, il lui trouva un travail dans une usine de céramique de Hirosaki, dans la préfecture d'Aomori, ville dans laquelle il venait d'acheter un nouvel établissement et comptait déménager. Le père ouvrit son bobinard, le fils fit des poteries, tout semblait rentrer dans l'ordre, mais un jour de janvier 1958, il eut le pressentiment que sa mère était sans doute à Tokyo et devait être à sa recherche. Alors, une nuit, il fractura les bureaux de l'usine et vola une forte somme d'argent, de quoi se payer un billet de train, des vêtements corrects, mais surtout ne pas dormir dans la rue et être à nouveau ramassé par la patrouille. Mais rien n'y faisait. Malgré son obsession de retrouver sa mère et ses visions qu'il avait d'elle, le cherchant au milieu des rues de Tokyo, il ne parvint pas à rester dans la capitale assez longtemps. Un soir qu'il buvait dans un bar de Shibuya, il se prit le nez avec un homme qui l'accostait et déclencha une bagarre qui le mena tout droit au poste de police. Contraint de quitter la ville après s'être acquitté d'une amende qui épuisa ses finances, il rentra à Hirosaki et réintégra le bordel familial pour y travailler. De plus en plus obsédé par les visions de sa mère et hanté par des cauchemars horribles dans lesquels il la voyait coucher avec des clients dans son propre lit pendant que de vieilles prostituées se moquaient de lui et de son impuissance, il fut repris par son obsession de la mort et sa haine pour les femmes.
Frustré et rendu fou par le chaos incessant des fornications tarifées qui résonnaient dans tout l'immeuble jour et nuit, il se souvint de l'excitation incroyable qu'il avait ressentie lors des 2 meurtres et pensa à la suite à y donner. Le week-end, une petite fille du quartier, Doi, âgée de 7 ans, venait jouer avec les enfants des hôtesses qui travaillaient pour son père. Takahashi la connaissait bien et, dès son horrible plan décidé, commença à la mettre en confiance en lui offrant des friandises à elle et à ses camarades de jeu. Le 3 novembre 1958, alors que la petite Doi arrivait dans l'établissement pour jouer, Takahashi l'attira dans sa chambre du 3e étage prétextant lui montrer un jouet précieux. À peine arrivé, il se jeta sur elle et une fois de plus la saisit à la gorge pour qu'elle ne crie pas. Il raconta plus tard au juge qui l'interrogeait qu'il avait ressenti une violente excitation à ce moment-là et avait renoncé à la poignarder. Après s'être caressé au travers de son pantalon, il entoura sa 2e main autour du cou de la malheureuse et l'étrangla à mort. Il passa une trentaine de minutes à la regarder, prolongeant son excitation sans toucher au corps de la victime. Puis, pensant aux conséquences de son acte et espérant à nouveau en sa bonne étoile, il cacha le corps de la petite Doi dans un placard afton de la maison, changea de vêtements, vola 110 000 yens, environ 2500 € d'aujourd'hui, puis s'enfuit de la maison, prit un billet pour Tokyo et disparut dans la nature. Mais sa cavale fut de courte durée. Le soir même, inquiets de ne pas voir leur fille revenir, les parents de la petite Doi avaient alerté la police et les mères des amis avec lesquels elle était censée venir jouer. Le quartier fut passé au peigne fin pendant que les filles du bar fouillaient la maison. Le corps fut retrouvé et les soupçons se portèrent rapidement sur Takahashi après que plusieurs enfants témoignèrent l'avoir vu monter avec elle en arrivant à la maison. Un avis de recherche nationale fut lancé et le meurtrier fut arrêté dans le quartier d'Asakusa, à Tokyo, alors qu'il cherchait à louer une chambre d'hôtel. Il fut mis en examen pour meurtre, mais après une expertise psychiatrique et jouissant de son statut de mineur, ne fut condamné qu'à 15 ans de prison par le tribunal de Hirosaki. Il fut placé en détention à la prison d'Aomori où il se montra un détenu modèle, travailleur et discipliné. Il réussit si bien à berner son monde qu'il fut transféré au centre pénitentiaire pour mineurs de Morioka, semi-ouvert et beaucoup plus souple. Puis, lorsqu'il eut atteint sa majorité, il fut transféré à la prison de Miyagi où il travailla dur dans les ateliers de confection, s'occupa des jardins du centre et sympathisa avec nombre de gardiens. Se rapprochant de la direction, travaillant le jardin du directeur et de sa femme, il réussit même à s'attirer leur bonne grâce et quelques suppléments alimentaires. Alors, en février 1966, lorsqu'il déposa une demande de libération anticipée, elle fut examinée par ceux qu'il caressait dans le sens du poil depuis son arrivée et contre toute attente, il fut libéré de prison, jugé réhabilité et sans danger pour la société. Durant son séjour en prison, beaucoup plus court que prévu, il avait renoué des liens avec sa mère adoptive qui visiblement avait recouvré une santé correcte et ouvert un magasin de confection à Sendai, là même où Takahashi avait échoué à la retrouver quelques années auparavant. À sa sortie, il alla la rejoindre et s'installa chez elle, travaillant dans son échoppe comme tailleur, grâce aux compétences acquises en prison. Mais ses attentes quant à la vie rêvée avec sa mère furent loin d'être à la hauteur. Le temps qui avait passé et l'idéalisation d'une mère aimante firent que le quotidien s'avéra être juste celui d'un homme de 26 ans et d'une mère de 71 ans qui ne s'était plus vue depuis presque 20 ans. Ils travaillaient ensemble et vivaient sous le même toit sans qu'une véritable relation aimante ne s'instaure et Takahashi retrouva ses névroses et ses démons. Chaque soir, il allait se saouler dans les bars à hôtesses et retrouver un peu de cette ambiance dans laquelle il avait grandi. C'est là qu'il rencontra Akiko, une hôtesse occasionnelle qui travaillait également comme esthéticienne et avec qui il entama une relation amoureuse. En février 1967, ils partirent s'installer à Tokyo et il trouva un bon travail dans un atelier de confection dans le quartier de Ota, tandis qu'il rejoignait un grand cabinet d'esthétique à Ginza. Essayant de donner l'apparence d'un couple normal aux yeux du monde, Takahashi n'en développait pas moins ces vieilles lubies morbides alimentées par son impuissance qu'il imputait et à sa mère et aux femmes en général. Il reporta cette défaillance physique sur les brimades réelles et fantasmées que les filles lui avaient fait subir et idéalisa les rares moments où il avait pu avoir des érections en les rapportant de façon étrange à sa mère et au moment où il était à sa recherche. Alors, se forgeant une image de femme idéale sur celle de sa mère lorsqu'il était enfant, il commença à fréquenter les snacks et les maisons closes les moins prestigieuses de Tokyo, celles en périphérie qui n'employaient plus que les hôtesses et les prostituées en fin de carrière. Délaissant sa jeune fiancée de 29 ans, il allait boire des nuits entières aux bras de femmes de 50 ans et plus, espérant y trouver celle qui ranimerait sa flamme.
Se rappelant les sensations qu'il avait pu avoir lors de ses meurtres adolescents, il avait également pris l'habitude de se promener partout avec un couteau d'office dans son sac, imaginant ce qu'il pourrait en faire avec ses partenaires tarifés. Il avait choisi le même type de couteau de cuisine, de ceux dont on se sert pour parer les poissons, effilés et tranchants, avec un manche en bois beige et une lame à simple tranchant de 20 cm. Il racontera lors de ses auditions qu'il lui arrivait parfois d'avoir un début d'érection lors de ses rapports avec des professionnels lorsqu'il pensait à son arme qui l'attendait, à quelques centimètres. Semaine après semaine, il avait pris ses habitudes partout où il y avait un bordel ou un snack bon marché. Parmi ses endroits de prédilection, il y avait l'établissement de Madame Chisako, une jeune mama de 41 ans qui montait encore avec des clients et qui employait 2 femmes de 48 et 50 ans, anciennes hôtesses du Kabukicho. La mama faisait à manger et servait à boire dans un établissement pas très reluisant qui sentait plus le tabac froid et l'alcool de la veille que le numéro 5 de Chanel. Le 2 août 1967, Takahashi se rendit là-bas vers 20h en sortant du travail, espérant y manger quelque chose, y boire quelques verres et monter un instant avec une femme. Madame Chisako préparait un excellent oden, une sorte de pot-au-feu japonais pour faire très court, et avait toujours un nihonshu artisanal et non filtré dont il raffolait, alors il s'attabla et commença à manger et à boire, servi verre après verre par la tenancière des lieux. Après avoir mangé et bien bu, il demanda à la mama si l'une de ses filles était disponible pour monter avec lui, mais elle lui répondit qu'elles étaient toutes les deux en main pour la soirée. Alors, et c'est quelque chose qu'il espérait depuis longtemps, Takahashi demanda à Madame Chisako d'avoir un rapport tarifé avec lui, ce qui la fit ricaner, insinuant que sa réputation de client en berne avait fait le tour de la profession. Mais elle lui répondit qu'elle s'occuperait de lui un autre soir et qu'avec elle, il allait relever la tête et autre chose. Vexé et un peu humilié, Takahashi but encore une dizaine de verres de nihonshu avant de tenter sa chance à nouveau et d'essuyer un nouveau refus et quelques moqueries quant à sa virilité défaillante. N'y tenant plus et sentant à nouveau monter cette colère et cette excitation en lui, il mit la main dans son sac et sentit le manche de son couteau. Tandis que la mama rangeait des verres et briquait son comptoir, il profita de l'absence de clients pour fermer discrètement la porte de l'établissement à clé et retourner la pancarte du côté ouvert au côté fermé. Puis, se faufilant derrière elle, son couteau dans une main, il lui mit l'autre sur la bouche et lui fit sentir la pointe glacée sur sa gorge, la menaçant de trancher si elle criait. Il lui demanda de l'embrasser, mais elle refusa. Alors il sortit un billet de 5000 yens, environ 90 € d'aujourd'hui, qu'il glissa dans l'échancrure de son kimono bon marché et réitéra sa demande qui essuya un nouveau refus. Sentant cette vieille sensation remonter en lui, il planta sa lame dans l'abdomen de la femme, déchirant les couches de vêtements et sa chair. Elle tomba derrière le comptoir en geignant, Takahashi tomba à genoux sur son corps et lui mit la main sur la bouche. Attrapant le billet qui dépassait encore de son corsage, il le roula et le mit dans sa bouche, sortant d'une main le couteau du ventre de sa victime, puis il la frappa à nouveau au niveau du cœur et ce à plusieurs reprises. Durant ses entretiens avec le juge, il parlera du retour de cette excitation qui le prit à cet instant où il sentait la vie quitter sa victime. Il avouera l'avoir giflée à maintes reprises, puis, retirant sa lame ensanglantée, avoir découpé ses vêtements pour la dénuder et essayer sans succès d'avoir un rapport avec elle avant qu'elle ne rende son dernier souffle. N'y arrivant pas, il lui fit de profondes entailles sur la poitrine et enfonça sa lame à plusieurs reprises au niveau du pubis de sa victime. Puis il essuya son couteau sur une serviette qui servait à la vaisselle, se lava les mains et les taches de sang qu'il avait sur son pantalon et sa chemise et rentra chez lui. De retour à la maison, après avoir pris un bain et bu quelques whisky, il réussit à faire l'amour à sa compagne, se remémorant ce qu'il venait juste de faire. À ce propos, cette dernière se souvient lui avoir dit qu'il devrait sortir avec ses amis plus souvent. Le corps de Madame Chisako fut retrouvé en fin de soirée par une de ses filles qui rentrait de sa soirée avec un client et qui donna immédiatement l'alerte. L'enquête fut confiée au commissaire Kawamoto Mitoshi, chef de la brigade criminelle de Tokyo et qui s'était illustré en 1951 sur l'affaire Tsukiji, dont nous reparlerons sans tarder, en confondant le cuisinier qui avait massacré toute sa famille et accusait une employée de ce crime odieux. Spécialiste des crimes de sang et des meurtres sadiques et sériels, il avait établi un fichier des criminels déjà condamnés pour des meurtres similaires, parmi lesquels se trouvait Takahashi Masahiko, qu'il avait brièvement rencontré lors de sa sortie de prison et de son installation à Tokyo, comme il le fait à chaque fois lorsqu'un criminel condamné vient s'établir dans sa juridiction.
Lors de cette brève entrevue, il avait noté quelques phrases typiques prononcées par Takahashi et communes à bon nombre de tueurs de femmes, et avait rapporté cela sur la fiche qu'il avait établie. Mais pour l'heure, ce crime atroce restait un acte isolé et malgré le côté rituel des entailles sur le corps et du billet retrouvé dans la bouche de la victime, rien ne laissait penser que Takahashi pouvait être impliqué de quelque façon que ce soit. Pendant les mois qui suivirent, aucun crime du genre ne fut à signaler et de son côté, le meurtrier vivait sa routine de tailleur le jour et de consommateur de sexe tarifé la nuit. Il put contenir ses pulsions quelque temps, mais sa frénésie meurtrière revint vite à la charge et le poussa à se remettre en chasse. À l'automne 1968, il avait découvert un nouveau petit restaurant et bar à hôtesse, le Yokocho, à Shibuya, et le fréquentait assidûment, appréciant la nourriture, la boisson et les filles. L'une d'entre elles, Ako, lui plaisait plus particulièrement. Plus jeune que la moyenne de celles qu'il avait l'habitude de payer, elle n'avait que 34 ans. Il aimait son côté provincial et sa bonne humeur qui le changeait des prostituées tokyoïtes blasées et cyniques qu'il avait l'habitude de voir. Il était déjà monté plusieurs fois avec elle, mais n'était arrivé à rien malgré la présence rassurante de son couteau dans son sac. Elle le rassurait et lui promettait que ça finirait par venir, mais lui pensait que le problème venait d'ailleurs. Souvent, lorsqu'il venait manger ou boire au Yokocho, Ako était déjà en main et discutait, assise sur les genoux d'autres clients, riant avec eux. Il ne pouvait s'empêcher d'écouter les conversations des hommes qui narraient leurs performances avec elle, et même certaines fois Ako elle-même qui vantait la virilité de tel ou tel client pour lui faire plaisir et s'assurer un carnet de balles rempli pour l'année. Jour après jour, Takahashi ressentit cela comme une véritable humiliation, puis, lorsque Ako fit état de son indigence érectile à un client qui s'empressa de répandre l'information, comme une trahison. Le soir du 31 décembre 1967, le Yokocho était plein, les ouvriers du chantier voisin étaient venus y manger et y boire en espérant finir la soirée en galante compagnie, prime de fin d'année aidant. Takahashi lui aussi avait réservé sa soirée. Sa compagne était partie passer les fêtes dans sa famille et lui, prétextant de grosses commandes à l'atelier, était resté à Tokyo avec une idée derrière la tête. Depuis des semaines, il avait demandé à Ako de rester avec lui le soir du réveillon et lui avait même payé une belle somme à l'avance. Il avait également réservé une chambre à l'avance aussi pour l'occasion dans ce petit hôtel adjacent au restaurant-bar et qui ne travaillait presque qu'avec les filles et leurs clients. Il allait sans dire que c'était le paradis du nom bidon et du pseudo exotique, et Takahashi ne dérogeait pas à la règle. Ce soir-là, il arriva vers 17h et s'assit à une table, seul, derrière la bruyante tablée des ouvriers qui chantaient et riaient bruyamment. Ako était là et nourrissait à la main un ouvrier vêtu de noir qui avalait goulûment les morceaux de viande et lui caressait le visage de ses grosses mains sales. Un jaloux maladif aurait dû haïr cet homme à cet instant précis, mais non. Takahashi ne ressentit aucune animosité pour lui. Il haïssait juste celle qu'il avait trahie et se donnait maintenant à d'autres hommes qu'elle allait sûrement trahir eux aussi. À 21h, elle vint vers lui pour lui signifier que leur soirée privée commençait, alors il paya son repas et la part de la passe qu'il devait payer directement à la mama, soit 6500 yens, environ 110 € d'aujourd'hui, et partit avec elle dans la chambre. Il avait réservé pour 1 heure et payé en conséquence. À peine la porte refermée, l'homme demanda à Ako de se dévêtir et d'aller se laver pendant qu'il se servait un verre. Sortant son couteau de son sac, il se tint près du chambranle de la porte de la salle de bain et attendit qu'elle sorte. Elle poussa la porte en chantonnant, entièrement nue, et alluma une cigarette. Attendant qu'elle passe devant lui, il la poussa violemment dans le dos, la projetant contre le lit sur lequel elle tomba lourdement. Alors, Takahashi lui sauta dessus et, attrapant fermement son bras, la retourna et lui mit le couteau sous la gorge, lui plaquant une main sur la bouche pour ne pas qu'elle crie. Il pesait de tout son poids, environ 80 kg, sur la frêle Ako d'à peine 1,50 m pour 38 kg, et commença à lui débiter ses griefs, l'accusant d'être une traîtresse et de l'avoir humiliée en public aussi bien qu'en privé. Puis, appuyant sa lame contre son plexus, il lui fit une profonde entaille allant jusqu'au nombril. La jeune femme le suppliait du regard et il dit avoir à nouveau ressenti ce sentiment incroyable de puissance et d'excitation. Pour lui, il était trop tard pour arrêter et revenir en arrière et, malgré son état physique, il n'envisageait même pas d'avoir une relation avec elle qui, à cet instant précis, représentait tout ce qu'il voulait détruire. La plaie saignait abondamment et le lit commençait à se teinter de rouge. Takahashi prononça une espèce de sentence de mort dont il ne se souvint pas lors du procès et enfonça sa lame dans le ventre de la victime 1 fois, 2 fois, puis à une 50aine de reprises.
La jeune femme agonisant, l'autopsie montrera que ses coups n'avaient pas touché d'organes vitaux, il lui ouvrit le ventre du nombril au sternum, puis la poignarda violemment et à plusieurs reprises dans la carotide. Ivre de colère et de sang, le meurtrier finira par découper les seins de sa victime qu'il posera à côté de sa tête, puis lui tranchera les parties génitales et lacérera ses jambes et ses bras. Au total, ce furent 97 coups de couteau qui furent relevés par la police et le légiste. Après s'être lavé les mains et le visage couverts de sang, essuyé son couteau et changé de vêtements, il avait pensé à apporter du change, il sortit de la chambre d'hôtel, la ferma à clé et donna un billet au réceptionniste en disant que son ami allait sortir d'ici une demi-heure. À l'heure dite, la femme de chambre frappa à la porte, puis, n'entendant pas de réponse, utilisa son passe pour entrer et préparer l'endroit pour le client suivant. En découvrant ce spectacle, elle hurla d'horreur et s'évanouit. C'est le réceptionniste de nuit qui avertit la police et devant un tel massacre et quelques similitudes avec le fameux meurtre du 2 août, les enquêteurs avertirent l'officier Kuwamoto. En écoutant les témoignages de la mama, des filles du bar et du réceptionniste de l'hôtel qui donnaient du suspect la description d'un homme ordinaire, mais qui, pour le flic expérimenté, correspondait plutôt avec celle de Takahashi, celui-ci se mit en tête d'aller interroger notre homme. Ne disposant que de son ancienne adresse, il fit chou blanc et lança ses hommes à la recherche de celui qui devenait le suspect numéro 1 dans cette série de meurtres. Après quelques jours, la police finit par le retrouver. Il était tout simplement venu travailler dans le magasin de confection du quartier d'Ueno qui l'employait maintenant. Niant tout en bloc, il affirma s'être rendu quelques jours chez son père en attendant de commencer son nouveau travail. Bien entendu, Kuwamoto se rendit lui-même à Hirosaki pour interroger le père adoptif et confronter les versions. Ne se doutant pas de ce que son fils avait fait, malgré son passé violent et sa condamnation, Shinichiro confirma l'alibi de son fils, plus animé par sa haine de l'uniforme que par ses craintes que cette histoire ne soit vraie. Le suspect subit plusieurs tapissages, mais ne fut pas reconnu formellement. D'un physique banal, il fut même confondu par des témoins avec un policier qui se tenait à ses côtés. Faute de preuves, Takahashi fut relâché. Bien entendu, Kuwamoto le marqua à la culotte pendant les semaines qui suivirent et épia ses moindres faits et gestes, mais le meurtrier se replongea dans une routine des plus banales, oubliant même ses virées nocturnes pour donner l'illusion d'un couple parfait avec sa compagne. Les mois passèrent et Takahashi, conscient d'être sous surveillance, tâcha de se réfréner et de mettre un mouchoir sur ses envies morbides et sa soif de pouvoir. Il racontera pendant ses auditions qu'il tentera même de tomber vraiment amoureux de sa compagne et envisagera de tenter l'aventure du mariage et de la vie de famille. Mais petit à petit, se croyant suivi dans ses moindres déplacements, il commencera à développer un syndrome de persécution et replongera dans ses délires morbides et paranoïaques. Alors, au début de l'été 1968, il reprendra son habitude de se promener partout avec un couteau dans son sac. Ce n'était plus celui qu'il avait amené avec lui lors de ses derniers meurtres, non. Celui-là, il l'avait jeté dans la mer avec ses habits tachés de sang le lendemain de son dernier forfait, rendant la perquisition de Kuwamoto stérile. Mais il avait acheté le même type de lame, espérant y retrouver le même sentiment de sécurité et de puissance. Il n'avait plus fréquenté de prostituées ni d'hôtesses depuis des mois, se contentant de les regarder de loin lorsqu'il passait à proximité d'un établissement spécialisé ou dans les rares rues de Tokyo où elles s'exposaient sur les trottoirs. Tout bascula pour lui l'après-midi du 10 juillet alors qu'il se promenait dans une ruelle du quartier de Sankocho à Shinjuku. Flânant en rentrant du travail, il avait emprunté cette ruelle étroite et loin de tout lorsqu'il vit l'enseigne d'un snack, éteinte et aux couleurs passées. L'endroit avait l'air d'être un de ces établissements vieillots au relent d'alcool et de tabac froid où travaillent des hôtesses de réforme en fin de carrière, en gros, le genre d'endroit qu'il adorait. Instinctivement, il fit coulisser la porte d'entrée et pénétra dans le bar. L'endroit était petit, 3 tables avec de vieilles banquettes en moleskine, un comptoir en formica avec 5 tabourets et un sol qui y collait un peu. Derrière le bar, un homme sans âge en chemise blanche qui essuyait des verres et le salua d'une voix rocailleuse et une femme d'une 60aine d'années vêtue d'un kimono fané et beaucoup trop maquillée. Il entra et monta sur un tabouret, commanda un whisky à l'eau et alluma une cigarette. Tout à coup, une voix retentit derrière lui. « Tu veux monter avec moi, mon mignon ?» Il se tourna brusquement et aperçut une femme assise sur une des banquettes et qu'il n'avait pas vue en arrivant. Tamiko, 48 ans, était l'une de ces prostituées en fin de parcours qui venaient se vendre à prix discount à des employés de bureau et qui, marquée par la vie, faisait bien 10 ans de plus que son âge.
En la voyant, Takahashi repensa à toutes ses angoisses, ses ressentiments, ses haines et son envie de posséder ou de tuer sa mère. Il acquiesça, acheta une bouteille de mauvais whisky au comptoir et monta avec elle dans une petite chambre du 2e étage. Elle lui demanda de prendre une douche, en fit de même et vint s'allonger avec lui sur le lit. Elle était nue, lui avait remis sa chemise et son pantalon et gardait près de lui le petit sac en bandoulière avec lequel il était arrivé. Elle écrasa sa cigarette et vida son verre d'un trait, puis, après avoir déboutonné son pantalon, tenta oralement de lui donner des émotions. Voyant que rien ne changeait dans l'anatomie du client, elle se permit une petite réflexion sur le temps qu'il mettait à hisser les couleurs et qui déclencha immédiatement une réaction apocalyptique dans la tête de Takahashi. Attrapant son couteau dans le sac au pied du lit, il se saisit de la chevelure de Tamiko et la tira si fort qu'il la retourna sur le côté de la couche. Sans viser, il lui planta la lame dans le ventre jusqu'à la garde si violemment que la femme tomba du lit. Elle se mit à hurler de toutes ses forces et au bout de quelques secondes, avant même que l'agresseur ne puisse la frapper à nouveau, les voix du barman et de la mama retentirent dans la cage d'escalier. Pris de panique, Takahashi bondit hors de la chambre et dévala les marches 4 à 4, bousculant le vieil homme qui montait avec un sabre de bois, pieds nus. Il glissa un peu sur le lino graisseux et perdit du temps, celui pour le couple de tenanciers de le rattraper. Il prit la fuite dans la ruelle, mais les deux poursuivants se mirent à hurler au secours et très vite, de jeunes étudiants qui passaient par là le prirent en chasse tandis qu'un marchand de bicyclettes du quartier lui faisait barrage. Il fut mis à terre et maîtrisé par le groupe et très vite appréhendé par une paire de policiers de quartier alertés par le chahut. Tamiko fut conduite aux urgences et passa 3 semaines à l'hôpital où elle fut opérée et prise en charge, mais malheureusement, après une énième tentative, elle décédera. Le commissaire Kawamoto fut immédiatement mis au courant de l'arrestation de son client et insista pour l'interroger en personne pendant sa garde à vue. Presque content de le revoir, le meurtrier avouera tout et se répondra même en une débauche de détails que le vieux policier n'avait pas demandé. Mis en examen pour triple meurtre, il souhaitera dans un premier temps ne pas prendre d'avocat et se défendre lui-même, requête qui lui sera refusée. Devant les juges, il ne niera rien et demandera même la peine capitale pour lui, voulant protéger l'humanité de ce qu'il pourrait encore faire s'il sortait un jour de prison. Sentant sa fin proche, il demandera à l'avocat que l'on avait fini par lui attribuer d'office de lui procurer de quoi coucher ses confessions sur le papier. C'est à ce moment-là qu'il avouera les meurtres de Sachiko et Kaoru. Sentant que son avocat n'était pas très chaud pour transmettre cette missive au procureur, Takahashi s'assura que ses nouveaux aveux lui parviennent par le biais de sa compagne qui venait malgré tout le voir en prison. Devant ces 2 nouvelles mises en accusation qui semblaient tout droit sorties d'un chapeau, l'avocat plaida la maladie mentale et la mythomanie, affirmant que son client avait tout à fait pu voir les détails de ses crimes dans les journaux de l'époque. Certains journalistes pensèrent également que ces 2 confessions arrivaient à point pour relancer l'enquête et proroger à sa condamnation, évidente pour tout le monde. Mais la somme de détails qu'il fournit lors des audiences et qui n'avaient jamais été évoqués par la presse de l'époque purent convaincre le juge de suivre les réquisitoires du procureur général, qui demandait la peine capitale. Takahashi Masahiko fut condamné à mort le 20 octobre 1969 pour les 3 meurtres de Tokyo, mais ne put l'être pour celui des 2 petites filles, faute de preuves matérielles. Il se réjouit de cette décision en applaudissant le président du tribunal à l'écoute du verdict et refusa d'interjeter appel malgré l'insistance de son avocat. Il fut exécuté par pendaison le 11 août 1972 dans l'indifférence générale. Son histoire et celle de ses crimes atroces se fondirent dans l'oubli collectif à peine la corde raccrochée. Après tout, qui s'intéresse au sort même tragique des filles de mauvaise vie ? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines sorties et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook pour suivre l'actualité de la chaîne. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez me soutenir en me laissant un petit pourboire sur Tipeee ou Utip ou en faisant un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez livres, CD et goodies. Voilà, je vous laisse, d'autres sombres affaires n'attendent que moi pour les tirer des ténèbres. Matane. 終わらない一人遊び
シーツの上たち拳を振り上げ壁に打ちつけろ。チームがそれでもまだ空論を語る。主は赤く深い緑の瞳として春る罠振り向き振りほどく黒い髪。私があなたの望みを叶えてあげる。私があなたを自由にしてあげる。私があなたを壊してあげる。火は燃え星を隠す浅い夜わめき出す朝すり抜けすり切れる白い腕。終わらない一人明日獅子に走るテイラー。脳水をめぐる北陸たる香り。それをまるでお休むようにあなたの思考を汚染する。ここに溶け出す怠惰なる生態。私が全てを受け入れてあげる。僕を傷つける。そしてあなたを閉じ込める。悪が荒れ上がった手の傷。僕は頭の中に指を突き立てる。少しずつ幕のように破られる。影虫のために押し寄せる人々が早くつながれた鎖の存在を忘れるためにあんなを罪をかき乱す。理性で理解しても心は感動する。だから理性を傷つける。そうしてできた傷は要するに不屈のアート。僕は悪い夢を見ているのだろうか。これは何かのマーブルなのか。目を閉じたまま何かを見ている。海に落ちたチーム小さなベル心に痛む情を神に訴え表現する術を見出していた。不可の都合がそれを否定する。現象が象徴されているあなたの存在。知らないところに君がいた。気づいた時には世界があった。現状に同調している